Il y a des moments où la vie se transforme en une succession de jours grisâtres, où la motivation s'est évaporée et où le pilote automatique prend le contrôle. Ce n'est pas une dépression clinique ni un drame digne d'un film. C'est ce stagnation sourde, ce sentiment d'être face à une machine qui ne répond pas, peu importe combien tu presses les boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour un réconfort facile. La vérité est inconfortable. Personne ne viendra te sauver et continuer à attendre ne fait que prolonger la dette que tu as envers toi-même. C'est le prix à payer pour céder ton pouvoir aux circonstances, pour laisser les autres décider comment tu te sens et où tu vas. La philosophie stoïque ne te promet pas un truc miracle, mais elle te fournit un mécanisme concret. Prendre le contrôle, affronter la réalité telle qu'elle est et te reconstruire de l'intérieur, pièce par pièce, même si cela fait mal. Chaque jour que tu retardes l'action, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu choisis l'évasion, tu renforces la fracture interne. Si tu veux du respect de soi, tu devras cesser de négocier avec tes excuses. La force intérieure ne se trouve pas, elle s'entraîne. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent une motivation éphémère, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du changement et à cesser d'être esclaves de leur propre justification. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne lui-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. 1. Prends le contrôle de tes décisions. Personne ne te le dira en face, mais voici, si tu continues à attendre que les circonstances changent, que les gens te comprennent ou que la chance finisse par se souvenir de toi, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, piégé dans le même cercle vicieux d'excuses et de procrastination. Ce que tu as devant toi est la réalité sans filtre. Tout changement intérieur commence le jour où tu cesses de chercher des coupables à l'extérieur et acceptes que chaque résultat, chaque sensation de vide, chaque frustration a sa racine dans tes décisions, petites ou grandes, prises au quotidien, souvent par inertie ou par peur. Personne ne viendra te sauver de ta propre passivité. La vérité inconfortable est que chaque fois que tu choisis de ne pas décider, tu décides aussi. Tu choisis de rester au même endroit, tu choisis d'être spectateur de ta vie pendant que d'autres prennent le contrôle de la leur. Débarrasse-toi de cette habitude de blâmer le passé, tes parents, l'économie, ton partenaire, la météo, peu importe. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça te rend juste plus faible. C'est un mécanisme mental qui t'anesthésie et si tu ne le brises pas, te transforme en otage de ton propre récit. Le stoïcisme n'est pas une invitation à te résigner ni à te mettre en tapis. C'est un appel brutal à prendre les rênes de ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne te doit rien. Tu es le seul responsable de la qualité de ta vie et de ce que tu fais avec le temps que tu as. La responsabilité pèse, oui, mais elle libère aussi. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans tes choix, le victimisme perd son sens. Les gens forts ne se cachent pas derrière des excuses infantiles. Les gens forts regardent de front leur propre rôle dans le désastre et aussi dans la reconstruction. Ne confonds pas cela avec de l'auto-tromperie optimiste. Ici, il n'y a pas de place pour des phrases de développement personnel, ni pour visualise ce que tu veux et l'univers te le donnera. La réalité est que chaque fois que tu te justifies, tu t'éloignes un pas de plus de la vie que tu pourrais construire. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner la clé de ton destin à des forces externes? Il faut cesser de négocier avec soi-même pour éviter l'effort. Voici la ligne. Le contrôle réel commence quand tu cesses de négocier avec toi-même pour te rendre. Si tu veux du respect de soi, si tu veux avancer, tu dois te durcir et accepter que la douleur de décider par toi-même est le prix de la liberté. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. La discipline de prendre tes décisions n'est pas confortable, mais c'est la base de tout. Il n'y a pas de véritable construction sur l'autotromperie ni sur la faiblesse. Arrête d'attendre des signes ou des permissions. La seule permission dont tu as besoin est celle que tu te donnes. Choisir est un acte de force, pas de chance. Personne ne va se battre pour toi si tu ne te bats pas d'abord. 2. Arrête de chercher des coupables externes.
Tu conduis vers le travail et le trafic est pire que jamais. Devant toi, quelqu'un avance à pas de tortue, un autre se coupe sans prévenir et le feu rouge semble durer une éternité. Tu sens la pression dans ta poitrine, ta mâchoire est tendue et ta tête commence la litanie habituelle. Si les gens étaient plus considérés, si le gouvernement réparait les routes, si au moins aujourd'hui il ne pleuvait pas. Cet élan de chercher des coupables à l'extérieur est automatique, presque un réflexe conditionné. Mais dès que tu prends le temps d'observer vraiment ta réaction, tu te rends compte de quelque chose d'inconfortable. Chaque fois que tu pointes du doigt le monde, tu perds un peu plus le contrôle sur toi-même. C'est comme si, à ce moment-là, tu confiais le volant de ton humeur à n'importe qui, sauf à toi. Ce n'est pas le trafic qui te met de mauvaise humeur, c'est ce mécanisme mental qui décide de céder le contrôle. Il y a une sorte de soulagement momentané à blâmer l'extérieur. Cela te permet de te sentir innocent. Cela te donne une excuse pour ne pas regarder à l'intérieur et éviter l'inconfort de te reconnaître comme partie du problème. Mais ce confort est un piège. Il s'accumule comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, te sera facturée sous forme de frustration chronique, de ressentiment et de paralysie. Le véritable poids ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'inertie interne de toujours chercher des responsables au-delà de tes limites. Une idée toxique s'installe, celle que ton bien-être dépend de facteurs que tu ne vas jamais contrôler complètement. Ainsi, chaque fois que l'environnement échoue, ton humeur chute et tu te convaincs d'être victime d'un monde défectueux. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta vie être une réaction en chaîne à ce que font ou ne font pas les autres? La réponse honnête, même si elle fait mal, est que tant que tu resteras accroché à ce schéma, ta croissance sera toujours hypothéquée. Changer cette fondation nécessite un acte de brutale honnêteté. Accepter que le véritable saboteur n'est ni le trafic, ni le partenaire, ni le patron, ni le pays, mais cette habitude interne d'esquiver ta responsabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire sentir coupable, il cherche à te réconcilier avec ton propre pouvoir. Car c'est seulement lorsque tu cesses de chercher des coupables que tu retrouves la capacité d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. Le muscle de la force intérieure se renforce en cessant de déléguer ta paix mentale à des mains extérieures. Choisis de ne plus être otage de ce que tu ne peux pas contrôler. La liberté personnelle commence le jour où tu assumes le prix de ta responsabilité. Personne ne te doit ta sérénité. C'est toi qui la cultives ou la négliges chaque jour. 3. Affronte la réalité sans évasion. Je vais être honnête, la partie de moi qui me coûte le plus à affronter est celle qui, malgré tout le discours rationnel, cherche encore des moyens de ne pas regarder la réalité en face. Il y a un mécanisme qui s'active presque sans que tu le remarques. Tu reportes une conversation difficile, tu minimises l'ampleur d'une mauvaise habitude, tu te répètes que ce n'est pas si grave, et même tu cherches des distractions pour ne pas avoir à t'asseoir et ressentir ce qui se passe vraiment. C'est brutal de reconnaître à quel point on peut devenir son propre pire obstacle, non pas par manque d'information, mais par cet élan de continuer à nier l'évident, de vouloir filtrer la vie pour qu'elle fasse moins mal. Mais chaque fois que tu évites, même avec l'excuse de te protéger, la seule chose que tu réussis à faire est de reporter le moment où tu devras payer le prix complet de cette évasion, multiplié. Affronter la réalité sans anesthésie est inconfortable, mais la charge accumulée de tout ce que tu ignores est bien plus inconfortable. Le problème, c'est que l'évasion n'est pas seulement un acte conscient, c'est une structure mentale qui se nourrit de petites concessions quotidiennes. Tu te dis que demain tu auras plus d'énergie, que tu le résoudras quand tu te sentiras mieux, que ce n'est pas le moment. Mais cette collection d'excuses, au lieu de te soulager, te vole de la force. L'esprit apprend vite. Si chaque fois qu'une inconfort te dérange, tu la couvres par une distraction ou une justification, tu finis par entraîner ton caractère dans la faiblesse. Tu vis dans un cycle où la négation te vole la clarté, et la clarté est la seule chose qui pourrait te donner une direction.
L'évasion, tôt ou tard, devient une dette psychologique qui accumule des intérêts. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui, tu le retrouves demain avec le double de poids. Il ne s'agit pas d'adopter une posture froide d'indifférence, ni de te punir pour chaque erreur. Il s'agit d'avoir le courage de voir les faits tels qu'ils sont, sans maquillage émotionnel ni distorsion pour adoucir le choc. Le stoïcisme insiste là-dessus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de construction possible sur le mensonge, ni de progrès là où l'on cache la tête. La réalité est dure, mais la distorsion est létale. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui te dérange, tu récupères une partie de ton pouvoir perdu. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être honnête. La force intérieure se forge dans la friction avec la vérité. Ose regarder en face ce que tu ne veux pas voir, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes schémas répétitifs. Ce n'est qu'ainsi que tu peux commencer à les transformer. L'évasion est l'usine de l'auto-tromperie. Le courage d'accepter est la porte au changement réel. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à affronter la réalité. Tu dois décider de le faire, même si cela te dérange, même si cela fait mal. Cesser de fuir est le premier acte de dignité personnelle. Chaque fois que tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu avances plus que des années de justification. Ce qui n'est pas affronté ne disparaît pas. Il s'enquiste simplement. Choisis la vérité, même si elle est inconfortable. L'autotromperie est une prison sans barreaux, mais elle t'enferme quand même. Alors, si tu veux une vie différente, commence par la discipline de regarder la réalité sans filtre, sans excuses et sans anesthésie. C'est le terrain où la transformation devient possible. 4. Fixe un cap clair dans ta vie. Un bateau à la dérive en mer ouverte ne sent pas le poids de son ancre, mais chaque vague l'éloigne un peu plus du port qu'il n'a jamais choisi. C'est un mouvement constant, oui, mais sans sens, sans direction, comme ces jours qui se succèdent les uns après les autres, où tu ne fais que survivre en éteignant des incendies qui ne te concernent pas, en accomplissant des routines que tu ne remets plus en question, en laissant la marée des obligations t'emporter où que ce soit, sauf là où tu veux vraiment être. Sur ton visage, on peut voir la fatigue de temps ramé sans carte. Dans tes mains, la tension de tenir ce qui n'est pas à toi. Le visage se durcit, le regard perd son éclat, le dos se courbe sous le poids des attentes empruntées. Ainsi s'accumule l'usure invisible. Chaque décision reportée, chaque objectif que tu n'oses pas dessiner, chaque jour vécu en pilote automatique te retire une couche d'énergie et de but. Personne ne t'offre la clarté. Tu dois la construire, pas à pas, avec des actes concrets et la brutalité honnête de te demander vers où tu veux vraiment aller, même si la réponse te met mal à l'aise. Le manque de cap n'est pas seulement un problème philosophique, c'est une détérioration palpable. On le ressent dans le corps quand tu te réveilles sans envie. On le lit dans ton agenda vide de sens. On l'entend dans tes longs silences évasifs quand quelqu'un te demande ce que tu attends de la vie. Le vide ne surgit pas par manque d'options, mais par la lâcheté de ne choisir aucune. Il n'est pas surprenant que les jours sans but pèsent 3 fois plus. L'esprit se disperse, la motivation se dissout et chaque action finit par être une réaction, jamais un choix personnel. L'usure est silencieuse, mais létale. C'est l'érosion quotidienne de la volonté. C'est pourquoi fixer un cap clair n'est pas un luxe ni une phrase inspirante, c'est une nécessité urgente. Le caractère se façonne quand tu décides de ne plus vivre selon les urgences des autres et que tu t'engages, même si ta voix tremble, à un objectif défini. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce qui n'est pas poursuivi se perd dans le brouillard de la routine. Il ne s'agit pas de trouver un grand but gravé dans la pierre, ni d'attendre le signal parfait. Il s'agit de choisir, même si tu doutes, un or provisoire, un objectif concret, et d'avancer vers lui avec discipline, même les jours où la motivation brille par son absence. La concentration est un muscle. Elle se renforce en rejetant la dispersion et en priorisant ce qui compte, ce qui te rapproche, même si c'est un pas minuscule, de ce que tu sais au fond de toi que tu dois construire.
La direction ne s'improvise pas, elle se forge. Celui qui n'ose pas choisir finit là où il ne voulait pas arriver. Trace ton cap, même si l'horizon est nuageux. Rien n'érode plus le caractère qu'un voyage sans destination. Définis ton chemin, même s'il est imparfait, et commence à marcher. Le sens n'apparaît pas, il se construit. 5. Agisse, même si tu ressens de la peur ou du doute. La peur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais de ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent paralysés n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'agir même avec un pouls tremblant. Personne ne va relever ta vie à ta place pendant que tu collectionnes des excuses. Ça suffit de justifier l'inaction avec des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas encore prêt »,« quand j'aurai plus confiance, je le ferai ». Ces phrases sont des chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. La réalité est brutale. La sécurité n'arrive jamais avant le saut. Elle arrive après avoir affronté ce qui te fait peur. Attendre que la peur disparaisse est le mécanisme le plus efficace pour rester figé dans la même version de toi qui t'étouffe déjà. Le stagnation ne se brise pas en pensant, elle se brise en agissant, même si ta voix intérieure te dit que tu vas échouer. Arrête de négocier avec tes peurs comme si elles étaient des oracles prédisant ton échec. Ce ne sont que des alarmes internes, pas des sentences définitives. Si tu restes assis à attendre la sensation magique de certitude, tu vas regarder en arrière dans 1 an et voir la même liste de choses à faire, les mêmes rêves non réalisés et la même frustration enracinée. L'action fait mal, oui, mais l'inaction te dépouille de ton caractère. La vie n'attend pas ceux qui doutent, elle punit ceux qui procrastinent. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu entraînes une fibre intérieure qui ne s'acquiert pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Le respect de soi ne s'achète pas, il se mérite. Et le seul prix à payer est de traverser l'inconfort de bouger, même quand tout en toi te crie de rester immobile. C'est aussi simple que ça et aussi dur. Ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de volonté. Il est facile de se réfugier dans le perfectionnisme ou dans l'excuse de la préparation infinie. Mais chaque jour que tu remets à plus tard une décision, que tu résous un conflit, que tu commences un projet ou que tu sors d'une relation qui te draine, tu cèdes du terrain à la lâcheté déguisée en prudence. Vas-tu continuer à alimenter ce mécanisme mental qui te convainc que demain est meilleur qu'aujourd'hui? La vie ne se transforme pas depuis une zone de confort. Les changements se cuisinent dans l'inconfort, le risque et la peur affrontés de front. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. La peur ne disparaît pas, elle se vainc par l'action. Ne cherche pas de garantie, cherche du courage. Si tu veux du respect de soi, arrête de négocier avec tes doutes et pousse. Tu n'as pas besoin de permission pour avancer, juste la décision de ne plus te faire petit face à tes insécurités. L'action est l'antidote contre la stagnation. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera le poids que tu porteras demain. 6. Renforce ta discipline jour après jour. Personne ne va te donner de la discipline. Il n'existe aucun raccourci ni motivation soudaine qui puisse remplacer le travail constant nécessaire pour se construire de l'intérieur. Le muscle de la discipline ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se travaille parfois seul, à porte close, dans ces moments où personne ne te regarde et où tout en toi te pousse à céder, à revenir à ce qui est confortable, à remettre à demain. La réalité, c'est que la plupart du temps, tu ne voudras pas faire ce que tu dois. Tu chercheras des excuses sophistiquées, des raisons logiques pour procrastiner, de petites négociations internes qui te promettent un soulagement momentané, en échange du sacrifice de ton progrès à long terme. L'esprit est expert pour te vendre l'histoire que sauter une fois n'a pas d'importance, que tu as déjà fait suffisamment, que tu mérites du repos avant de l'avoir gagné. Mais chaque concession à cette voix intérieure est une fracture dans ton caractère. C'est là que se définit qui prend le contrôle, toi, ou le mécanisme automatique qui recherche le plaisir immédiat et évite l'effort.
La vraie discipline n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est silencieuse, inconfortable, répétitive. Elle te confronte à ta version la plus paresseuse, aux parties de toi qui préfèrent se distraire, se perdre dans la gratification instantanée ou se contenter de survivre à la journée. Et c'est dans cette friction quotidienne que se mesure ton respect de soi. N'attends pas que la motivation te sauve chaque matin. C'est un piège mental qui ne fait que retarder le début du changement. La discipline est le prix que tu paies pour avoir le contrôle sur toi-même. Les promesses que tu te fais en privé valent plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. La cohérence se démontre dans ce que tu choisis quand personne ne t'exige. C'est la base du véritable autogouvernement. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même les jours où tout en toi te demande de capituler. Si tu cherches une transformation réelle, tu dois comprendre que la discipline est moins une vertu qu'un outil de survie psychique. C'est le mécanisme qui te soutient lorsque les émotions s'effondrent, lorsque l'environnement ne t'accompagne pas et lorsque la fatigue mentale te murmure qu'il serait plus facile de céder. Le caractère se forge dans ces petits moments où tu franchis le seuil de l'inconfort et où tu restes ferme, même si cela coûte, même si cela fait mal. Cède une fois et ton esprit le retiendra comme un permis. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir cumulatif de tes décisions quotidiennes. Il n'existe pas de discipline sans autosurveillance, sans ce regard honnête qui détecte les excuses avant qu'elles ne deviennent des habitudes. La véritable croissance se produit en dehors des projecteurs, dans cette zone grise où seul toi sais si tu as choisi d'avancer ou de reculer. Personne ne va t'applaudir pour avoir rempli tes obligations, mais ton respect de soi en dépend. La discipline n'est pas une punition, c'est la plus grande expression de soin de soi. Si tu veux vraiment sortir de l'impasse, renforce ta discipline jour après jour, même s'il n'y a pas de témoin, même si personne ne le remarque. Le prix du changement est de faire ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne inévitable. 7. Sois cohérent entre pensée et action. Tu vas au magasin, tu salues poliment, tu achètes ce dont tu as besoin et tu souris, même si à l'intérieur, ta tête repasse encore et encore cette conversation en attente ou le véritable motif de ta fatigue. Ensuite, chez toi, tu te surprends à réclamer honnêteté et loyauté aux autres, tout en justifiant tes propres contradictions avec des arguments que même toi, tu ne crois pas. C'est ainsi qu'à ton insu, tu commences à vivre avec une fracture interne. Une partie de toi exige de la cohérence du monde, mais une autre partie opère selon la loi du « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Le désajustement entre la pensée et l'action n'est pas un problème philosophique lointain. C'est l'origine tangible de l'insatisfaction, de l'épuisement et de la sensation constante de te trahir. Chaque fois que tu agis contre tes principes, même si personne ne le sait, ton esprit l'enregistre comme une dette interne qui peu à peu devient un fardeau psychologique. Tu peux tromper les autres, mais ton estime de soi se joue dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis entre l'intégrité et le confort. Le mécanisme est clair, tu justifies un raccourci, tu ignores une promesse, tu t'accordes une incongruité parce que ce n'est pas si grave. Et ainsi tu entraînes ton cerveau à tolérer l'incohérence. Mais le prix n'est pas négligeable. L'autoconcept s'érode, la confiance en soi se brise et la motivation devient inconstante, car au fond, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à celui qui ne respecte même pas sa parole. L'incohérence n'est pas seulement une erreur éthique, c'est l'origine de l'anxiété sourde, de la fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, de la sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de combler le fossé entre ce que tu penses et ce que tu fais, car c'est là que se construit le véritable caractère. Ce que tu tolères en privé se filtre dans le public. Ce que tu te permets dans le petit devient fracture dans le grand. Il n'existe pas d'autogouvernance sans cohérence interne. Le stoïcisme le dit clairement. La force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de contradictions, mais dans le fait de les affronter et de corriger le cap chaque fois que tu dévies.
Pense à chaque décision comme un investissement ou une soustraction dans ton compte de respect de soi. La cohérence, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te voit. Si tu tolères la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, tu alimentes le cycle de la frustration. Le véritable pouvoir personnel se construit lorsque ta parole et ton action vont dans la même direction, même si cela coûte, même si l'environnement invite à la tentation facile. Il ne s'agit pas de paraître impeccable devant les autres, il s'agit de pouvoir te regarder en face sans ressentir de honte pour tes concessions. Lorsque tu choisis d'être cohérent, la vie se simplifie. Moins d'épuisement, moins de culpabilité, plus de force pour affronter ce qui vient. La cohérence ne te rend pas parfait, mais elle te rend invulnérable à l'auto-tromperie. Si tu veux un respect de soi durable, commence par cesser de te trahir dans le quotidien. Chaque acte aligné est une brique de plus dans ta reconstruction interne. 8. Prends la responsabilité de ta croissance. Parfois, je me surprends à regarder mon propre reflet sur l'écran de mon téléphone, avec la lumière bleue marquant les cernes, et ce geste à mi-chemin entre la fatigue et la résignation. La routine se sent comme un poids sur les épaules, les jours s'empilent et la vie semble avancer sans me demander la permission. Ce n'est pas que j'ignore que je devrais faire plus, apprendre, m'améliorer, grandir. C'est que bien souvent, je me piège dans le piège d'attendre que l'élan vienne de l'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose me secoue et m'oblige à évoluer. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui s'est installée dans le confort de l'attente, comme si la croissance était une conséquence logique du passage du temps et non le résultat d'un effort volontaire. C'est là que commence l'auto-illusion. Quand je crois que juste par le fait d'exister, de remplir mes obligations, de survivre un jour de plus, je progresse déjà. Mais la réalité est tout autre. La croissance personnelle ne se produit pas simplement parce que les jours passent, ni parce que la vie te met à l'épreuve. Soit tu prends le contrôle de ton propre développement, soit tu stagnes, même si ton environnement change 1000 fois. Pense à ces moments où tu restes à regarder une série par inertie, tout en notant mentalement tout ce que tu devrais être en train de faire. Le corps s'installe sur le canapé, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard tranquille, et bien que tu ressentes un léger malaise, tu l'anesthésies avec des distractions. Le détail réside dans les petits gestes. Tu repousses cette lecture en attente. Tu laisses pour demain la conversation gênante. Tu évites d'apprendre de nouvelles compétences parce que la peur de l'échec se déguise en paresse. Ces actes minimaux sont en réalité des décisions de rester le même. Il n'y a pas de développement possible si tu ne prends pas la responsabilité de pousser tes propres limites, si tu n'acceptes pas que personne d'autre ne fera le travail intérieur à ta place. La responsabilité de grandir est inconfortable car elle implique de cesser d'attendre que l'environnement t'oblige. Elle implique que tu te lèves, que tu te mettes mal à l'aise face à tes manques et que tu choisisses, même à contre-cœur, de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Personne ne devient fort par accident. La croissance personnelle n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Prends la responsabilité de ton évolution comme on prend soin d'une plaie pour qu'elle cicatrise bien. Avec une attention quotidienne, avec des désagréments, avec discipline. Chaque jour où tu choisis de ne pas exiger plus de toi, tu t'habitues un peu plus à la médiocrité. Ne confonds pas confort avec bien-être ni passivité avec maturité. Tu peux avoir l'agenda rempli d'activités et rester vide si tu n'investis pas dans ce qui te construit réellement. Le véritable progrès ne se sent pas glorieux. Il est souvent rude, solitaire et composé de petits actes qui s'additionnent. La responsabilité, c'est cesser d'attendre des miracles et commencer à créer des résultats. Si aujourd'hui tu ne prends pas en charge ta propre croissance, demain tu n'auras qu'une version plus fatiguée de la même frustration. Personne ne va te pousser à évoluer. Le travail est à toi, la décision aussi. 9. Ne dépend pas de la motivation passagère. Pense à la motivation comme à une allumette. Elle s'allume facilement, brûle intensément quelques secondes, puis il ne reste que des cendres et la même obscurité qu'auparavant.
Compter sur cet élan fugace pour changer ta vie est une autotromperie confortable, mais brutalement inefficace. La motivation est traîtresse. Elle apparaît quand tu en as le moins besoin et disparaît juste les jours où tout pèse le double. Si ton avancement dépend d'attendre cet élan éphémère, alors ton progrès est vendu au hasard, à l'émotion du moment, à la paresse déguisée en quête intérieure. Tu mets ta reconstruction personnelle entre les mains d'un mécanisme volatile, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une structure interne qui ne dépende pas de l'humeur, du climat ou de la vidéo inspirante de la semaine. Celui qui attend d'être motivé s'enlise dans l'inertie. Tu n'as pas besoin d'étincelles, tu as besoin de résistance. Le problème, c'est que la culture actuelle t'a vendu l'idée que tu ne dois agir que lorsque tu ressens l'envie. Ce conseil est du poison déguisé en conseil moderne. Que crois-tu qu'il se passe les jours gris quand le corps ne répond pas et que l'esprit se sent vide? Si tu te donnes la permission d'agir seulement lorsque la motivation te rend visite, alors tu as signé ta condamnation à la médiocrité. La discipline est ce qui te maintient en mouvement lorsque l'enthousiasme s'évapore, lorsque l'émotion devient indifférence et lorsque l'esprit cherche des excuses sophistiquées pour dissimuler sa paresse. Il est facile de s'entraîner quand il y a du public, il est facile d'étudier quand tout coule, il est facile d'avancer quand l'énergie est abondante. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais quand tout cela échoue. Ne construis pas ta vie sur des impulsions, construis-la sur des décisions. Ceux qui réussissent à changer vraiment sont ceux qui ont compris que la motivation est un luxe, pas une condition. Ils en ont assez d'attendre et ont décidé d'agir même sans envie, même lorsque le corps proteste, même lorsque l'esprit supplie pour un repos qu'il ne mérite pas. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour honorer tes engagements, tout comme tu n'as pas besoin d'être amoureux de la routine pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu cèdes au récit de la motivation, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu accomplis sans envie, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. La motivation est l'applaudissement fugace. La discipline est le fondement invisible. Si tu veux du respect de soi, entraîne ta capacité à agir sans éclat, sans témoin et sans la promesse de plaisir immédiat. Ne mets pas ta vie sur pause en attendant qu'un éclair d'énergie te tombe dessus. La vie ne te doit pas d'inspiration, tu te dois de la constance. 10. Entoure-toi de personnes qui te poussent. Entoure-toi de personnes qui te poussent, ou prépare-toi à porter le poids mort de ceux qui te freinent. La vérité inconfortable est que tes limites personnelles ne se forgent pas seulement dans la solitude. Elles se sculptent, pour le meilleur ou pour le pire, dans cet environnement invisible que tu tolères au quotidien. Si tu t'entoures de ceux qui se contentent de peu, tôt ou tard, tu deviens complice de leur inertie. L'esprit apprend par imitation bien avant que tu ne t'en rendes compte. Tu absorbes le découragement des autres, tu normalises la plainte, tu deviens expert pour justifier ton stagnation parce que tout le monde autour de toi le pratique comme si c'était un art. La médiocrité est contagieuse et il suffit de baisser la garde quelques jours pour qu'elle s'infiltre et finisse par anesthésier ton envie de grandir. Il est brutalement honnête de l'admettre, mais souvent, le plus grand saboteur de ton avancement n'est pas ton manque de volonté, mais la validation constante de l'environnement qui t'invite à rester le même. Le mécanisme est pervers. Tu cherches l'acceptation, tu crains de déranger, tu préfères ne pas défier le confort collectif parce que cela te garantit d'appartenir. Mais ce prix est extrêmement élevé. Chaque conversation où tu tais tes aspirations pour ne pas paraître arrogant, chaque moment où tu minimises tes progrès pour t'intégrer, chaque fois que tu tolères le cynisme déguisé en réalisme, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Un genre de pacte silencieux s'installe où personne n'exige plus de soi-même parce que cela mettrait en évidence les renoncements de tous. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu t'entraînes à ne pas te démarquer et à porter la culpabilité de vouloir plus. La médiocrité se déguise en loyauté au groupe. Et le pire,
C'est que l'habitude de te conformer devient une cage invisible. Tu te dis que tu es loyal, alors qu'en réalité, tu as juste peur d'avancer seul. La partie la plus difficile est de reconnaître que couper les liens ou prendre de la distance avec ceux qui n'apportent rien peut sembler être une trahison. Mais s'accrocher à des liens qui ne valident que ta version la plus faible ne fait que prolonger ta stagnation. Il ne s'agit pas de devenir froid, ni de mépriser qui que ce soit, mais de comprendre que ton évolution est personnelle et que tu ne peux pas porter ceux qui refusent d'avancer. Ne t'excuse pas de grandir plus vite que ton environnement. Le véritable soutien n'est pas celui qui te console dans la défaite, mais celui qui te défie à ne pas rester à l'aise dans celle-ci. Le stoïcisme est clair. Choisis bien ceux que tu laisses entrer dans ton cercle proche, car leur influence sera inévitable. Si tu veux renforcer ton caractère, cherche des relations qui défient tes excuses, qui te reflètent tes angles morts et qui te dérangent lorsque tu te contentes de moins que ce que tu peux être. L'appartenance réelle ne se construit pas dans le confort des applaudissements faciles, mais dans l'honnêteté brutale de ceux qui exigent que tu sois meilleur. Si tu veux avancer, arrête de chercher refuge dans des groupes qui célèbrent la résignation et commence à investir ton temps et ton énergie dans des personnes qui te poussent à te sentir mal à l'aise, à corriger, à grandir. L'environnement n'est pas seulement un contexte, c'est le moule invisible de ton caractère. Décide avec qui tu entraînes ton esprit, car tôt ou tard, tu deviens la moyenne des voix que tu tolères près de toi. Entoure-toi d'élan, pas de ballast. C'est une décision que seul toi peux prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Presque personne ne l'admet. Mais la plupart des adultes ne changent pas. Ils s'habituent simplement à de nouvelles distractions et leur prix augmente. Avec le temps, la vie devient une collection d'excuses bien justifiées et de plaisirs immédiats qui ne font que masquer l'usure intérieure. Choisir un loisir semble être un passe-temps, presque un luxe d'adolescent. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'avec un engagement sérieux, ce loisir se transforme en un mécanisme brutal de transformation. Je ne parle pas de se divertir, mais de se soumettre à un entraînement personnel où le coût psychologique est réel et le progrès ne se mesure pas en médailles, mais en fractures réparées du caractère. La discipline n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on entraîne. Et la concentration, cette capacité à ignorer le bruit et à tenir les promesses que l'on s'est faites, se forge à coups de répétitions inconfortables. Marc Aurèle le disait sans détour, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme de bien, sois-en un. Changer vraiment n'est pas inspirant, c'est inconfortable, répétitif, et parfois brutalement ennuyeux. Mais là est le secret, celui qui utilise un seul loisir comme terrain d'entraînement mental finit par développer une confiance et une résilience qui ne s'achètent pas et ne se feignent pas. Chaque jour où tu respectes tes engagements, tu gagnes du pouvoir sur toi-même. Fais ce que tu as peur de faire. Il n'y a pas de raccourci, ni de validation, juste le travail silencieux qui te transforme pendant que le reste reste distrait. La question est simple, vas-tu continuer à remettre à plus tard ton potentiel ou vas-tu l'entraîner? 1. Choisissez un seul hobby avec un but. La plupart des gens ne changent jamais. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Ils parlent de croissance, d'objectifs, de élargir leur potentiel. Mais la réalité est qu'ils restent les mêmes. Sauf qu'ils distraient maintenant leur inconfort avec des passe-temps de plus en plus coûteux, des écrans plus grands et des excuses plus sophistiquées. Ils ont peur de faire face à ce qu'ils sont parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont jamais porté le poids du véritable engagement. Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas que la vie soit trop exigeante, c'est simplement de la lâcheté face à l'effort soutenu et à l'inconfort.
Et c'est ici que tu dois décider. Vas-tu continuer à acheter des distractions ou vas-tu vraiment investir en toi-même? Choisis un seul hobby avec un but clair. Pas 2, pas 3, pas 20 à moitié. 1. Parce que disperser ton énergie dans 1000 directions ne fait que te permettre de ne jamais avoir à faire face au fait que tu ne supportes pas le processus de devenir bon dans quoi que ce soit. Les gens passent d'un intérêt à un autre parce que cela leur permet de nourrir l'illusion qu'ils progressent, alors qu'en réalité, ils fuient simplement la discipline. Transformer un hobby en ton champ d'entraînement personnel est brutal. Cela exige de s'exposer à la frustration, à la médiocrité initiale, à la lente et douloureuse construction d'une véritable compétence. Ce n'est pas ce que fait la plupart des gens. La plupart préfèrent se justifier « je n'ai pas de talent ». Je n'ai pas de temps. Ce n'est pas pour moi. Toutes ces phrases sont des mécanismes mentaux pour éviter de payer le prix de la croissance. La seule façon de te renforcer de l'intérieur est de te soumettre, chaque jour, à l'inconfort de la pratique délibérée. Il ne s'agit pas de divertissement ni de remplir le temps libre. Il s'agit d'utiliser le hobby comme un outil pour forger discipline, concentration et caractère. Celui qui va à la salle de sport, mais seulement quand il en a envie, n'entraîne ni son corps, ni son esprit. Il nourrit son ego avec un faux sentiment d'accomplissement. Celui qui ouvre un livre et le laisse à moitié parce que ça ne l'a pas accroché, renforce sa dépendance au plaisir immédiat. Si tu veux des résultats réels, tu dois cesser de négocier avec ta propre paresse. La discipline est froide et peu attrayante, mais c'est le seul investissement émotionnel qui ne perd jamais de valeur. Sois brutalement honnête. Si tu ne peux pas t'engager dans un seul hobby pendant 6 mois, tu ne vas pas non plus maintenir des relations profondes, ni des projets à long terme, ni supporter le poids de tes propres attentes. C'est aussi simple que cela. L'autodiscipline ne se construit pas en rêvant de l'avenir, mais en supportant l'ennui et le rejet intérieur jour après jour. Marc Aurèle l'a dit, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais ces pensées s'entraînent. Elles n'apparaissent pas par inspiration divine. Et elles s'entraînent lorsque tu décides que quoi qu'il arrive, aujourd'hui tu vas pratiquer, aujourd'hui tu vas avancer même d'1 millimètre. Aujourd'hui, tu ne vas pas céder à la partie de toi qui ne cherche que le confort. Tu n'as pas besoin de talent, tu as besoin de courage pour soutenir le processus. Choisis un hobby et fais-en ton laboratoire d'amélioration personnelle. Éteins le besoin de validation externe. Arrête de chercher des prétextes. L'excuse est une dette qui s'accumule dans ton caractère. Choisis, engage-toi et ose porter le poids du processus. Ce n'est qu'ainsi, dans 6 mois, que tu seras quelqu'un de différent. Personne ne va te donner de la discipline. Personne ne croira en toi plus que toi-même. Soit tu t'entraînes dans l'inconfort, soit tu restes piégé dans la médiocrité. C'est la ligne. Entraîne-toi ou répète. À toi de décider. 2. Engage-toi pendant 6 mois sans distraction. Tu te lèves, vérifie ton téléphone avant de sortir du lit, tu te promets qu'aujourd'hui, tu vas avancer dans ce projet personnel, mais la journée se dilue entre messages, tâches à faire, petites urgences et une fatigue qui ne semble jamais justifiée. Tu arrives le soir avec la sensation qu'il te manque quelque chose, même si tu ne sais pas bien quoi. C'est la routine de millions de personnes, un cycle d'intentions brisées, des distractions que tu justifies et des excuses qui maquillent ton manque de décision. Et non, ce n'est pas de la malchance, ni une vie trop agitée. C'est le mécanisme invisible qui te maintient au même point, année après année, déguisant l'absence de progrès avec des obligations et des responsabilités que toi seul décides de prioriser. C'est ici que commence le véritable conflit intérieur. Quand tu réalises que le plus grand obstacle n'est pas le monde extérieur, mais ton incapacité à t'engager vraiment dans une seule chose. L'engagement réel dérange parce qu'il exige que tu te dénudes devant ta propre médiocrité. En te décidant pour un seul hobby pendant 6 mois, tu te débarrasses de tous les refuges mentaux. Tu ne peux pas dire que tu n'avais pas d'option. Tu ne peux pas te distraire en passant d'une tentative à l'autre. Tu ne peux pas blâmer le manque de temps ni la variété infinie de stimuli.
Tu fais face au poids de ta promesse, et ce poids ne se partage pas, tu le portes seul. L'esprit, habitué à fuir lorsque l'exigence augmente, va chercher n'importe quel prétexte pour te saboter. Tu vas ressentir l'envie de vérifier ton téléphone au milieu de ta pratique, de reporter une séance, parce que, aujourd'hui, tu n'as pas envie, de te justifier par la fatigue ou le manque de résultats immédiats. C'est là que la plupart abandonnent. Mais si tu parviens à rester ferme, tu commences à remarquer une fracture dans tes anciens schémas. La discipline n'est pas un talent. C'est le résultat de résister à la tentation d'abandonner chaque jour. Pendant ces 6 mois, le véritable entraînement ne se produit pas seulement dans le hobby choisi. Il se déroule dans le dialogue intérieur que tu entretiens avec toi-même. Tous tes doutes, tes croyances limitantes, ce filtre interne qui déforme ce que tu peux accomplir et ce qui vaut la peine d'être essayé, apparaissent. L'engagement soutenu révèle à quel point tu es prêt à porter le poids de ta propre parole. Il n'y a pas de témoins, pas d'applaudissements, pas de récompense immédiate. Il ne reste que l'exercice quotidien de faire ce que tu as dit que tu allais faire, même si personne d'autre ne le remarque. C'est là que se forge le caractère, non pas dans les grands moments d'inspiration, mais dans la répétition silencieuse de petits actes qui s'accumulent. Cesser de changer de direction chaque fois que quelque chose devient inconfortable est la base de la véritable confiance. La confiance en soi n'est pas une sensation magique qui apparaît lorsque tu réussis. C'est la conséquence de te prouver encore et encore que tu peux tenir une décision même si cela fait mal, même si c'est ennuyeux, même si le monde t'offre 1000 raisons de te distraire. Chaque jour où tu tiens bon, tu règlements une dette envers toi-même. Chaque jour où tu échoues, la dette grandit et ton caractère en souffre. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit d'autre. Tu es le seul témoin du processus. La transformation se produit lorsque tu décides que ta parole compte vraiment, et il n'y a pas de retour en arrière. 6 mois semblent beaucoup, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu vois combien de temps tu as perdu dans des distractions qui ne t'ont laissé que du vide. Personne ne peut te rendre ces heures, mais tu peux investir les prochaines dans un engagement réel. Ce qui est difficile, ce n'est pas de commencer, mais de tenir bon. Ce qui est impossible, ce n'est pas de s'améliorer, mais de cesser de te trahir. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. Entraîne-la. Personne d'autre ne le fera pour toi. 3. Utilise la discipline comme outil quotidien. Je vais être honnête, la discipline ne m'a jamais semblé naturelle. J'ai toujours ressenti cette résistance intérieure, ce mécanisme qui essaie de négocier un peu plus de confort, qui filtre chaque décision à travers le prisme de ce qui est le plus facile ou le plus agréable sur le moment. L'esprit crée des excuses sophistiquées, justifie les procrastinations et, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à te convaincre qu'il est normal de céder aux moindres fatigues, que tout le monde le fait. Le conflit est là, tu veux changer, mais en même temps, une partie de toi défend à mort ton ancien moi, celui qui préfère ce qui est sûr et prévisible. La discipline ne naît pas de l'inspiration, ni n'est le résultat d'une motivation soudaine. C'est en réalité une décision quotidienne de ne pas te laisser manipuler par les automatismes internes qui cherchent à t'épargner des efforts. C'est l'inconfort fondamental, savoir que tu peux choisir et pourtant, souvent, tu préfères ne pas le faire. C'est la racine, le reste ne sont que des ornements mentaux pour justifier l'inertie. En décomposant la discipline dans son essence, tu vois qu'il ne s'agit pas seulement de force de volonté momentanée, mais de construire un système où tes actions se répètent malgré ton état émotionnel. Lorsque tu traites la discipline comme un outil et non comme une vertu magique, tu cesses de dépendre de la motivation et commences à concevoir ton environnement, tes horaires et tes priorités pour te pousser à agir même quand tu ne le souhaites pas. L'erreur la plus courante est de penser que tu dois te sentir inspiré, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'un protocole clair. Une heure fixe, un espace défini, une règle inébranlable. Le muscle de la discipline se renforce chaque fois que tu tiens une petite promesse, même si elle est inconfortable ou ennuyeuse, et s'atrophie chaque fois que tu te permets de la rompre sans conséquences internes.
Personne ne te punira si tu échoues, mais ta confiance en toi s'érode en silence. Chaque choix trace une ligne invisible. Soit tu renforces ton engagement, soit tu augmentes ta dette envers ton propre caractère. La discipline quotidienne est une carte mentale qui sépare ce que tu veux de ce que tu fais réellement. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. Des moments où tu as cédé à la paresse, des excuses qui se répètent sous différentes masques, des justifications qui ne fonctionnent que dans ta tête, mais que, au fond, tu sais être de l'auto-tromperie. Utiliser la discipline comme outil signifie identifier ses points de fuite, anticiper tes propres pièges et bloquer les accès aux excuses. Il ne s'agit pas de devenir un robot ni d'éliminer le plaisir, mais de prendre le contrôle des décisions qui comptent vraiment. Le véritable pouvoir réside dans l'automatisation de ce qui te coûte le plus, afin que la friction soit minimale et l'avancée inévitable. Si tu dépends uniquement de la force de volonté, tu seras condamné à des cycles d'enthousiasme et d'abandon. Mais si tu transformes la discipline en une habitude structurée, ton progrès cesse d'être volontaire et devient une conséquence inévitable. Voici la ligne emblématique. La discipline est l'architecture de ta vie, pas un acte héroïque isolé. Choisis chaque jour de renforcer cette base, même lorsque le corps ou l'esprit demandent une trêve. La différence entre ceux qui changent et ceux qui ne le désirent que, ce n'est ni le talent ni la chance, mais la capacité d'appliquer la discipline comme un outil quotidien, stratégique, presque désengagé. Il ne s'agit pas de te sentir invincible, mais de réduire la marge d'erreur, de laisser moins de place à l'auto-tromperie. Lorsque tu utilises la discipline de cette manière, chaque jour devient un petit investissement qui, accumulé, transforme non seulement ta relation avec le loisir, mais aussi ta perception de toi-même. Le respect de soi n'est pas un cadeau ni une émotion spontanée, c'est le solde positif de centaines de décisions inconfortables que tu as choisi de maintenir. La discipline quotidienne est la seule garantie que le changement ne sera pas seulement une idée, mais une réalité tangible. 4. Transforme la routine en entraînement mental. Tu traverses la ville aux heures de pointe, entouré de gens qui avancent en mode automatique, visage figé, regard perdu, chacun piégé dans le circuit de ses propres habitudes. Les feux de circulation rythment le temps, la foule se déplace par inertie et chaque geste semble programmé. Le café servi à la même heure, les mêmes pas jusqu'à la station, le salut mécanique au portier. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que cette routine, répétée jour après jour, n'est pas seulement une succession d'actes sans sens. C'est une salle de sport invisible où l'esprit s'endort ou se renforce selon l'usage que tu en fais. Certains traversent leur journée comme s'ils marchaient sur un tapis roulant, sans questionner le trajet, sans se rendre compte que chaque décision, si petite soit-elle, est une opportunité pour entraîner la volonté. D'autres, en revanche, transforment la monotonie en leur champ d'essai, choisissant consciemment chacun de ces actes pour aiguiser leur autodiscipline. Pense aux petits gestes. Fermer la porte avec précision, organiser ton bureau avant de commencer, préparer le petit déjeuner sans laisser de désordre. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la présence. Lorsque tu abordes la routine avec attention, chaque mouvement devient un exercice d'intention. Les mains ne bougent pas seulement par habitude, mais parce que tu décides d'exercer un contrôle sur le détail. L'esprit, au lieu de vagabonder en pilote automatique, se concentre sur l'action. Et c'est là que se produit le véritable entraînement. Tu n'as pas besoin de faire de ta vie une séquence de grandes réalisations. Il suffit de traiter tes répétitions quotidiennes comme des répétitions mentales, conscientes, où l'objectif est de gagner en clarté et en fermeté dans le petit pour ensuite le maintenir dans le grand. Beaucoup se plaignent que la vie est ennuyeuse, que la routine les consume, mais en réalité, c'est le manque de concentration qui vide chaque jour de son sens. Si tu transformes les moments quotidiens en petits défis de discipline, la routine cesse d'être une condamnation et devient un atelier silencieux d'amélioration personnelle. Celui qui parvient à maintenir sa concentration en lavant la vaisselle, celui qui respire profondément avant de répondre à un message irritant,
Celui qui s'assoit pour planifier la semaine sans regarder son mobile toutes les 2 minutes entraîne une force intérieure qui ne s'achète pas et ne se hérite pas. L'excellence n'est pas réservée aux occasions spéciales, mais se construit dans la répétition impeccable de l'ordinaire. L'entraînement mental commence lorsque tu cesses de chercher des excuses pour te distraire et que tu assumes que chaque interruption est un test de ton autocontrôle. Il n'est pas nécessaire de résister à la tentation de ce qui est facile seulement lorsque tu pratiques ton hobby. La bataille se livre à chaque instant, en décidant quand tu te lèves, comment tu réagis à un imprévu, si tu termines une tâche ou si tu la laisses inachevée. L'autocontrôle se renforce dans ces détails, comme le muscle qui se durcit à chaque répétition bien faite. N'attends pas que la motivation te réveille. Utilise la monotonie comme le terrain fertile où planter la graine de la force. Transforme ta routine en ton laboratoire personnel. Chaque action consciente compte. Chaque tentation résistée laisse une empreinte sur ton caractère. Si tu es capable de t'entraîner dans l'ennui, tu pourras rester ferme dans la difficulté. C'est la différence entre celui qui répète sa vie en boucle et celui qui utilise chaque jour comme un échelon. Ta routine n'est pas ta condamnation, c'est ton outil. Si tu l'utilises bien, tu cesses d'être victime du temps et tu deviens l'architecte de ta propre esprit. L'excellence se cache dans le quotidien. La répétition consciente est le véritable entraînement. 5. Persiste sans chercher une validation externe. Le besoin d'approbation est la plus grande chaîne invisible que tu portes. Si ton engagement dépend des applaudissements, tu ne construiras jamais rien de valable. C'est ici que la plupart échouent. Ils commencent motivés, avancent tant qu'ils reçoivent des éloges ou quelques likes, mais dès que l'écho s'éteint, la volonté s'effondre. Pour qui fais-tu ce que tu fais? Si ta réponse est « pour être reconnu », tu as déjà perdu. Le véritable entraînement se déroule dans l'obscurité, quand personne ne regarde, quand le seul témoin est tu et la voix intérieure qui exige toujours d'abandonner. Si chaque séance de pratique, chaque page lue ou chaque kilomètre couru dépend du regard des autres, alors tu es esclave de la validation et non maître de ton processus. Et le pire, la validation ne dure jamais. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on t'oublie. Et il ne reste que la déception d'avoir trahi ton propre jugement pour plaire aux autres. L'addiction à l'approbation est un mécanisme mental qui te fragilise en silence. Tu t'habitues à mesurer ta valeur par des signaux externes, et chaque fois que tu ne les reçois pas, la motivation s'effondre. C'est ainsi que se construisent des habitudes fragiles, celles qui ne fonctionnent que tant que l'environnement les récompense. Mais la discipline qui transforme ne se négocie avec le regard de personne. Je te le répète, si tu as besoin de témoins pour accomplir, tu es perdu. Le respect de soi ne s'achète pas avec des likes, ni la résilience ne se forge à coups de reconnaissance. Tu dois choisir entre être un produit pour la consommation des autres ou devenir l'architecte de ta propre vie. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque fois que tu cherches une validation, tu remets une partie de ton pouvoir. Chaque fois que tu te soutiens seul, tu élèves une structure interne que personne ne peut renverser. Voici la ligne. Fais le même si personne ne t'applaudit. Fais-le précisément parce que personne ne l'attend de toi. C'est la base du caractère. Persister dans le processus même, quand personne ne le voit, quand il n'y a ni médaille, ni caméra, ni mots d'encouragement. C'est là que se séparent ceux qui changent de ceux qui agissent seulement pour la galerie. Le monde est rempli de gens qui commencent fort et s'éteignent rapidement, qui font du bruit et disparaissent ensuite parce qu'ils ne supportent pas la solitude du véritable engagement. Si tu décides de t'entraîner seulement pour impressionner, tu ne supporteras jamais l'ennui, la fatigue, le jour où personne ne demande tes progrès. Mais si tu t'habitues à avancer sans témoin, alors tu crées une inertie interne qui ne dépend pas de facteurs externes. C'est ce qui transforme un hobby en un entraînement brutal. Le silence, l'absence de public, le vide qui t'oblige à confronter si ce que tu fais a du sens pour toi, pas pour les autres. Ton processus n'a pas besoin d'audience. Il a besoin de cohérence. La validation interne est la seule qui ne périme pas. Je te mets au défi. Tiens 6 mois sans publier chaque réalisation, sans partager chaque progrès.
sans attendre que quelqu'un te félicite pour être resté ferme. Là, tu verras de quoi tu es fait. Si tu parviens à maintenir l'habitude quand personne ne t'observe, alors tu construis vraiment une confiance authentique. La discipline ne se négocie pas avec le monde, elle se négocie avec toi, en privé, sans témoin, sans promesses vides, sans faux applaudissements. Ce qui compte, c'est la loyauté envers ta parole, pas la réaction des autres. Arrête de mendier reconnaissance, fais-le en silence, fais-le de manière inconfortable, fais-le parce que tu as déjà compris que l'applaudissement est un analgésique bon marché et temporaire, mais le respect de soi est un investissement qui ne perd jamais de valeur. Si tu peux entraîner ton esprit à persister sans chercher d'approbation, rien ni personne ne pourra te freiner. Le travail invisible est celui qui construit la force visible. L'excellence naît lorsque tu décides d'être ton propre juge. 6. Apprends à apprécier l'effort soutenu. La plupart des gens n'apprennent jamais à apprécier l'effort. Ils ne le tolèrent qu'avec ressentiment et espèrent qu'il se termine le plus vite possible. C'est la dure vérité que presque personne ne reconnaît. Nous associons le travail intense à une punition, à un péage inévitable, vers une récompense toujours lointaine. Mais tant que tu continues à voir l'effort comme un ennemi, tu ne changeras jamais vraiment. Il y a un piège mental installé depuis des années. Tu crois que la vie se divise entre ce qu'il faut faire et ce que tu veux faire, entre le devoir et le plaisir. C'est pourquoi le loisir devient une caricature de distraction, quelque chose que tu utilises pour fuir, pas pour construire. Le problème est que l'effort soutenu, ce processus inconfortable, répétitif, parfois ennuyeux, est la seule voie réelle de transformation. Et si tu n'apprends pas à lui donner un sens, tout ton progrès sera une façade précaire, fragile, face à toute tentation d'abandon. L'effort soutenu révèle la relation que tu as avec toi-même de manière brutale. Lorsque la motivation se dissipe et qu'il ne reste que la routine, toutes les voix intérieures apparaissent, essayant de négocier une sortie facile. Tu commences à te demander si cela en vaut la peine, tu répètes le vieux discours de « ce n'est pas pour moi », ou tu cherches de petites gratifications pour anesthésier la fatigue. Mais là est la différence. Tandis que la plupart se rendent face à l'inconfort, quelques-uns apprennent à le redéfinir. Ce n'est pas du masochisme ni du romantisme de la souffrance. C'est accepter que l'effort n'est pas l'ennemi, mais le filtre qui sépare la fantaisie du véritable accomplissement. Chaque fois que tu ressens l'envie d'abandonner et que tu restes ferme, tu marques une fracture dans le schéma d'auto-indulgence qui t'a freiné toute ta vie. Apprendre à apprécier l'effort ne signifie pas que tu cesses de ressentir de l'épuisement ou de la frustration. Cela signifie que tu cesses de te battre contre l'inconfort et que tu commences à le voir comme un signe d'avancement. La douleur du progrès, la fatigue après une séance intense, l'esprit saturé après une heure de pratique délibérée, tout cela est un investissement émotionnel qui t'appartient. Une marque que tu as choisi de tenir une promesse interne quand il était plus facile de l'abandonner. Le véritable plaisir n'est pas dans le résultat immédiat, mais dans le fait de devenir quelqu'un capable de supporter le poids de l'effort sans se briser ni négocier avec sa paresse. C'est la confiance que personne ne peut te donner, la certitude que tu peux résister, avancer et te reconstruire dans le processus. Au fond, apprécier l'effort est un changement d'identité. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui ne poursuit que des gratifications passagères et tu te reconnais comme un architecte de ton caractère. Tu réalises que chaque jour difficile est une occasion de régler ta dette envers toi-même, de te prouver que ta parole compte plus que ton état d'esprit. La fatigue n'est plus une excuse, c'est un signe que tu as atteint une limite et que maintenant tu peux la pousser un peu plus loin. Chaque répétition inconfortable, chaque minute supplémentaire est une déclaration silencieuse de respect de soi. N'attends pas que l'effort disparaisse. Cela ne va pas arriver. Ce que tu peux changer, c'est la façon dont tu l'interprètes. L'effort soutenu est la seule monnaie valable pour acheter une transformation réelle. Entraîne-toi à ressentir de la fierté, pas seulement du soulagement, lorsque tu termines ce que tu t'es fixé. C'est l'une des lignes emblématiques. L'effort est ta signature.
pas ta condamnation. Si tu apprends à apprécier le processus, même si c'est juste un peu plus chaque jour, tu deviens indestructible de l'intérieur. Parce qu'au final, la vie ne récompense pas le confort. Elle récompense la capacité à soutenir l'effort quand les autres cherchent des raccourcis. La véritable satisfaction n'est pas dans le résultat, mais dans le type de personne que tu deviens en persévérant. 7. Observez vos progrès, pas vos excuses. Vous vous trouvez devant le calendrier de votre téléphone, repassant mentalement ce que vous avez fait la semaine dernière. Vous voyez des tâches barrées, d'autres en attente, et vous vous convainquez d'avoir été occupé. Mais si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas préciser un réel avancement, juste une accumulation d'activités. Le cerveau se spécialise dans la protection contre l'inconfort. Au lieu de vous montrer le vide de progrès, il vous livre un récit confortable, plein d'explications sur pourquoi ce n'était pas le bon moment, pourquoi il y avait trop de travail ou pourquoi vous n'avez pas bien fonctionné. C'est ainsi que fonctionnent les excuses. Ce sont des pansements mentaux qui cachent l'inconfort de ne pas avancer, justifient l'inaction et vous permettent de rester dans la même situation sans culpabilité. Ce mécanisme est si subtil que souvent, vous ne remarquez même pas que vous l'utilisez. Vous pensez simplement que vous avez eu une semaine difficile, alors qu'en réalité, vous avez juste cédé à l'inertie. Regarder vos progrès avec honnêteté est inconfortable car cela exige de démonter ces histoires. Il ne s'agit pas de vous flageller, mais d'analyser froidement les faits. Y a-t-il eu un avancement concret ou juste un mouvement superficiel ? Votre esprit essaiera de vous distraire avec des détails sans importance, avec les petites réussites qui, au fond, ne changent rien. Mais c'est là que l'approche stoïque fait la différence. Ne vous demandez pas à quel point vous avez été occupé, mais à quelle distance vous êtes de la version de vous-même que vous souhaitez construire. Mesurer les excuses est facile, tout le monde le fait. Mesurer le progrès nécessite du courage, car cela signifie affronter le poids de vos véritables décisions. Chaque fois que vous choisissez de vous justifier au lieu d'analyser les résultats, vous renforcez l'habitude de l'auto-indulgence. Et avec chaque répétition, le muscle du caractère s'affaiblit un peu plus. La carte mentale est claire. Vous avez 2 routes. La première est le cercle vicieux de l'excuse, où chaque échec est vêtu d'explications et chaque jour perdu se déguise en circonstances inévitables. Là, il n'y a pas de transformation, juste une répétition de schéma. La seconde, plus brutale mais plus efficace, est la route de l'observation objective. Enregistrez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, sans embellissement, sans détour. C'est ici que se joue le véritable changement. Si vous ne surveillez que vos justifications, vous finissez piégé dans une cage invisible. Si vous vous concentrez sur le suivi de vos progrès, aussi minimes soient-ils, vous commencez à construire une base de confiance qui ne dépend pas de la perfection, mais de preuves concrètes. L'habitude d'observer vos progrès vous oblige à sortir du pilote automatique. Enregistrer des avancées, même petites, est un investissement émotionnel qui vous montre que le processus fonctionne, même lorsqu'il n'y a pas de résultat spectaculaire. Voici l'une des lignes emblématiques. Le progrès est la seule excuse acceptable. Tout le reste est auto-illusion. Vos mécanismes de défense interne vont essayer de saboter cet exercice. Ils vont vous rappeler vos fatigues, vos obstacles, les fois où personne ne vous a soutenu. Mais le progrès ne négocie pas avec les excuses, seulement avec les faits. C'est pourquoi, à la fin de chaque semaine, la question stratégique n'est pas « pourquoi n'ai-je pas avancé davantage ?», mais « qu'ai-je fait qui m'a réellement rapproché de mon objectif ?» Cette différence change le filtre de ce que vous voyez. Vous cessez de chercher des coupables et commencez à chercher une direction. Le suivi honnête de votre avancement transforme votre relation avec le hobby choisi. Il ne s'agit plus d'impressionner qui que ce soit, ni de respecter une routine vide. Il s'agit de construire une preuve interne que votre parole a du poids. Chaque avancée, aussi petite soit-elle, est une fissure dans le masque de l'auto-justification. Si vous voulez cesser d'être l'otage de vos propres excuses, faites de l'observation du progrès votre habitude principale.
Le temps passe de la même manière. Soit vous le remplissez d'excuses, soit vous en faites la preuve de ce dont vous êtes capable. Personne d'autre ne peut consulter cet enregistrement à votre place. C'est la ligne. Progrès mesuré, excuses vaincues. C'est ainsi que l'esprit s'entraîne à ne pas revenir en arrière. 8. Fais de l'engagement une identité propre. Je vais admettre quelque chose d'inconfortable. Il y a des matins où je me vois accomplir le rituel habituel, respecter les horaires, les tâches, les salutations et les routines. Mais à l'intérieur, je sens que je ne suis qu'en train de suivre un script emprunté, un script qui se répète parce que c'est plus facile que de décider vraiment qui je veux être. Je marche dans la maison en ramassant les mêmes choses que d'habitude. Je fais du café, je range le même bureau, je vérifie les notifications comme si ces signaux externes me disaient qui je suis aujourd'hui. Et pourtant, à peine je m'arrête, je remarque l'absence de quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas d'identité propre derrière ces actions, juste une séquence d'habitudes qui pourrait appartenir à n'importe qui. C'est une sensation froide, comme si l'engagement n'était qu'un déguisement que je mets quand il le faut, mais que j'enlève dès que personne ne regarde. La vérité, c'est qu'il est difficile d'assumer le poids d'une identité construite sur un engagement réel. Il est beaucoup plus facile de se laisser porter par le courant, de faire ce qui est juste seulement quand l'environnement l'exige, de permettre que ta parole ait de la valeur seulement à moitié. S'observer de l'extérieur à ces moments-là est troublant. On voit ses mains bouger en automatique, ses yeux chercher une distraction, son corps suivre la routine sans conviction. Il n'y a pas de tension dans les muscles parce qu'il n'y a pas de véritable pari interne, juste une succession de gestes qui simulent un avancement. C'est quand tu choisis, une fois pour toutes, que l'engagement ne soit pas seulement une action répétée, mais un trait de ton caractère, que tout change. Il ne suffit pas de faire quelque chose pendant 6 mois. Le véritable saut se produit quand tu décides que la discipline, l'autocontrôle et la persévérance ne sont plus seulement des outils, mais la base de ce que tu es. Ce n'est pas une médaille que tu accroches après avoir accompli. C'est la structure invisible qui définit chaque décision, même dans l'invisible, quand personne n'exige rien, quand tu pourrais céder et que personne ne te le reprocherait. Fais l'essai. La prochaine fois que tu te sens tenté de sauter la pratique, de reporter l'effort ou de chercher une excuse raisonnable, observe le micro-geste qui accompagne cette décision. Cela peut être aussi simple qu'un soupir, un regard au plafond, le corps qui s'enfonce un peu plus dans la chaise. C'est le signal physique que ton engagement est en train d'être négocié, dilué, vendu à bas prix. Si tu parviens à identifier cet instant et qu'au lieu de céder, tu choisis de te maintenir ferme, même si c'est inconfortable, tu es en train d'entraîner quelque chose de bien plus profond que la constance. Tu fais de l'engagement ton identité. La différence est brutale. Il y a ceux qui s'engagent par peur, par inertie, par pression externe, et il y a ceux qui s'engagent parce qu'ils ne se permettent pas de se trahir, parce qu'ils ne négocient plus le poids de leurs paroles. Faire de l'engagement ton identité signifie que la personne que tu es et celle que tu dis être cessent d'être séparées. Il n'est pas nécessaire de forcer l'habitude, car ce n'est plus une simple routine. Elle est intégrée dans ta manière de te déplacer, de parler, de décider. Les détails changent, la façon dont tu organises ton temps, la manière dont tu réponds à la paresse, la capacité de soutenir le processus même quand personne ne le valide. L'engagement cesse d'être un objectif et devient un filtre. Tout ce qui n'est pas aligné avec cette base ne passe tout simplement pas. C'est là que tu découvres que la véritable force réside dans le choix, encore et encore, de la version exigeante de toi-même. Même si l'environnement invite à l'inverse, tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas à le partager. L'engagement authentique se manifeste dans la cohérence silencieuse, dans la manière dont tu tiens ta promesse loin des regards, dans la solidité interne qui se reflète dans les petits gestes quotidiens. Faire de l'engagement une identité propre est la différence entre vivre à l'essai et vivre sérieusement. Ce n'est pas une posture, c'est une évidence quotidienne. La ligne emblématique est celle-ci.
Tu es ce que tu soutiens quand personne ne t'y oblige. Fais de l'engagement ta signature et non ton prétexte. Quand tu te construis ainsi, tu cesses de chercher des raisons de continuer et tu deviens la raison même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Parfois, ce qui nous trahit le plus n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous disons presque sans réfléchir. Les mots que nous choisissons sont comme des radiographies. Ils révèlent des fractures dans le caractère, des faiblesses enracinées et des excuses que nous répétons jusqu'à nous y croire. Celui qui se cache derrière des phrases comme « ce n'est pas ma faute » ou « c'est impossible » montre, sans le vouloir, le mécanisme mental qui le maintient bloqué. La philosophie stoïcienne n'a aucune pitié pour la bêtise déguisée en indifférence ou en fausse sagesse. Marc Aurèle l'a clairement dit, le premier symptôme de l'ignorance est de fermer la porte à l'apprentissage. Mais le plus dangereux, c'est que ces phrases surgissent dans la vie quotidienne, dans une discussion, au travail, en famille, et passent inaperçues, érodant peu à peu la possibilité de grandir. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de fond. Chaque mot est une décision sur qui tu veux être. Si tu répètes « je sais déjà » ou « qu'est-ce que j'y gagne », tu t'entraînes à l'auto-limitation, cultivant un cercle vicieux où l'égoïsme et la paresse deviennent normaux. Changer commence par parler différemment, car le langage est le premier filtre entre l'intention et l'action. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 phrases qui, si tu les utilises encore, te freinent plus que tu ne l'imagines. Faire taire la bêtise est le premier pas pour cesser d'être ton propre obstacle. Seul celui qui ose se regarder en face peut commencer à se transformer. 1. Reconnaître l'impact de tes mots. Tes mots sont le premier filtre à travers lequel le monde te juge et le moyen le plus brutal de te trahir. Ne cherche pas d'excuses. Ce que tu dis, même lorsque tu te justifies, révèle le poids réel de ton caractère. Tu n'es pas si original ni si astucieux que tu le penses. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu donnes un indice précis sur qui tu es et de quoi tu es fait. Si tu parles depuis la colère, depuis la peur, depuis le ressentiment ou depuis l'indifférence, la seule chose que tu réussis à faire est de laisser clair le degré exact de ta faiblesse. Il n'y a pas de simulacre possible. Ce que tu prononces est ce que tu as entraîné dans ton esprit jour après jour. Et si tu répètes des phrases qui naissent du confort, de la plainte ou de l'évasion, n'attends pas que la vie te respecte plus que tu ne te respectes toi-même. La plupart préfèrent ignorer cela, se réfugier dans le mensonge de « je ne dis que ce que je pense », sans se rendre compte que penser sans filtre est un acte de négligence. Épictète l'a clairement dit. D'abord, maîtrise ton esprit, ensuite ta langue. Laisser tes mots s'écouler sans responsabilité, c'est comme remettre les clés de ta vie au hasard, et cela appartient à ceux qui ne veulent pas porter le poids de leurs propres décisions. Ne t'es-tu pas rendu compte que chaque phrase que tu lances dans l'air est un investissement émotionnel qui paie des intérêts, et la facture arrive toujours. Les gens te traitent selon ce qu'ils entendent sortir de toi. Tes relations, tes opportunités, ta crédibilité, tout dépend de ta capacité à contrôler ce que tu dis et surtout de comprendre l'impact que tes mots ont sur les autres et sur ta propre perception de toi-même. Il y en a qui se cachent derrière l'idée que le langage n'est que des sons, que ce qui compte, ce sont les actions. Erreur fatale, toute action naît d'une idée, et toute idée s'entraîne et se renforce avec des mots. Sénèque insistait « Parle seulement quand tes mots sont meilleurs que le silence. Si tu remplis ta vie d'excuses, de phrases venimeuses qui t'infantilisent ou te victimisent, tu fabriques une fracture dans ton propre développement. Chaque fois que tu répètes « ce n'est pas ma faute » ou « je le sais déjà », tu renforces la paresse mentale et l'auto-tromperie. C'est une dette qui s'accumule et à la fin, elle t'étouffe.
Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu continues à utiliser le langage pour éviter de regarder en face tes erreurs. Tu veux avancer, mais tu t'accroches à des béquilles verbales qui ne servent qu'à justifier ton immobilisme. Ne te trompe pas, la transformation commence par le contrôle de la langue. Tu ne peux pas aspirer à la force intérieure si tu ne peux même pas gouverner ton discours le plus basique. Marc Aurèle n'avait pas de patience pour ceux qui gaspillaient des mots en plaintes vides. Si tu veux du respect, commence par respecter ce qui sort de ta bouche. Change l'habitude de parler par impulsion. Remplace-la par l'art de penser avant de prononcer. Arrête de construire ton identité sur des phrases toutes faites et des mots faibles. Chaque mot est une déclaration de principe et chaque phrase que tu répètes est une brique de plus dans la structure de ton caractère. Si tu ne prends pas au sérieux l'impact de ton langage, pourquoi devrais-tu attendre que le monde te prenne au sérieux? Coupe avec l'auto-apitoiement et le discours toxique. Le premier pas vers la véritable maturité est de reconnaître l'effet que tes mots ont, non seulement sur les autres, mais aussi sur l'image que tu as de toi-même. Si tu continues à parler comme un imbécile, tu finiras par croire que tu en es un. Il n'y a pas de plus grande trahison que cela. Répète ceci. Chaque mot que je prononce est une décision qui me définit. Personne ne va te donner du respect ni de la croissance. Cela se conquiert d'abord par la manière dont tu parles. N'utilise pas ta bouche pour déguiser tes carences. Utilise ton langage comme un outil pour polir ce que tu es vraiment. Le changement commence là où il ne commence jamais. 2. Assume la responsabilité sans excuse. Tu te tiens devant le miroir de la salle de bain après une discussion au travail. Tu réfléchis à ce que tu viens de dire, à cette phrase automatique qui est sortie de ta bouche. Ce n'est pas ma faute. L'atmosphère reste chargée et bien que personne d'autre ne t'entende à ce moment-là, au fond, tu sais que tu t'es réfugié derrière une barrière invisible. C'est la même excuse qui surgit chaque fois que quelque chose tourne mal et que tu cherches de manière presque instinctive à éloigner le poids de tes épaules. Ce qui semble être un geste d'autoprotection finit par devenir la prison où ton progrès stagne. Il est confortable de se libérer du fardeau de la responsabilité, mais c'est beaucoup plus coûteux que tu ne veux l'admettre. Chaque fois que tu te décharges, ton caractère se rétracte un peu plus. Il n'y a pas de sabotage personnel plus efficace que cet élan de chercher des coupables ailleurs, de pointer du doigt à l'extérieur pour ne pas regarder à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'après l'avoir fait tant de fois, ton esprit s'habitue. Il se programme pour fuir tout signe d'erreur personnelle, pour justifier toute faiblesse comme si elle était quelque chose d'étranger et non une dette envers toi-même. C'est là que commence le véritable piège. Car assumer la responsabilité n'est pas un acte héroïque, ni quelque chose qui te met au centre des projecteurs. C'est une décision silencieuse, inconfortable, presque ingrate. Cela exige que tu te tiennes ferme et que tu reconnaisses, même si personne ne t'y oblige, que ta vie est le résultat direct de ce que tu choisis et de ce que tu tolères. Le stoïque ne perd pas de temps à déguiser ses échecs, il les regarde en face et accepte le poids de ses actes sans embellissement ni raccourci. L'habitude de se justifier est un muscle faible. Quand tu l'utilises, tout le reste s'affaiblit. Mais entraîner la responsabilité jour après jour transforme chaque petit moment en une véritable opportunité d'amélioration. Il ne s'agit pas de punir tes erreurs, mais de les comprendre comme des signaux précis de ce qui peut encore croître en toi. La phrase « ce n'est pas ma faute » te vole la possibilité d'apprendre, car elle t'installe dans la passivité et te convainc que le changement est l'affaire des autres. À l'intérieur, le mécanisme est simple mais dévastateur. Chaque fois que tu t'excuses, tu enseignes à ton esprit que l'inconfort peut être évité, que céder devant la difficulté suffit à aller de l'avant. Mais l'inconfort est le prix de l'évolution. Seul celui qui est prêt à cesser d'être le même d'avant l'affronte. Le problème n'est pas de se tromper, mais de refuser de porter les conséquences de tes décisions. Lorsque tu t'éloignes du « ce n'est pas ma faute » et que tu le remplaces par un « cela me revient », la dynamique interne change.
Tu n'es plus victime de l'environnement, tu es responsable de ta réponse, et cela te donne un pouvoir réel sur ce qui vient ensuite. Le stoïcisme ne te demande pas la perfection, il te demande une honnêteté radicale envers toi-même. Si tu fuis ta part de responsabilité, chaque jour tu t'éloignes un peu plus de la vie adulte, la seule où le respect de soi a un sens. Il n'est pas facile de faire le pas. Il y a une résistance intérieure, une voix qui te murmure qu'il est plus sûr de chercher des excuses que d'assumer des erreurs et dangereux ou humiliants. Mais cette voix est l'écho de la lâcheté, non de la sagesse. Cesse de négocier avec ta dignité. Choisis de te voir comme le seul architecte de ton comportement, peu importe si le monde applaudit ou détourne le regard. Assumer la responsabilité sans excuse est le véritable acte de maturité. Il ne s'agit pas de porter les culpabilités des autres, mais de ne jamais lâcher la part qui te revient. Fais-le une fois, et tu remarqueras le changement. Fais-le toujours, et ta vie se transforme. Le respect de soi est une conquête quotidienne. Ne laisse pas tes excuses le détruire. 3. Remplace le « je sais déjà » par l'humilité. L'admettre n'est pas simple. Plus de fois que je ne veux le reconnaître, j'ai utilisé le « je sais déjà » comme un bouclier automatique. Non pas pour démontrer une véritable compréhension, mais pour échapper à l'inconfort d'accepter que, en réalité, je ne sais pas autant que je voudrais le croire. C'est un geste presque réflexe. Quelqu'un me signale une erreur, me suggère un changement, me fait une critique qui fait mal, et la première chose qui sort de ma bouche est cette phrase sèche, défensive, qui coupe toute possibilité de dialogue réel. Le « je sais déjà » est une muraille que je dresse instantanément, une manière de me protéger du coup à l'ego, de la honte de ne pas être à la hauteur. Mais si je l'analyse avec honnêteté, chaque fois que je le dis, la seule chose que j'accomplis est de fermer la porte à l'apprentissage. Je m'enferme dans l'illusion que le simple fait de connaître quelque chose ou de l'avoir déjà entendu m'exempte de devoir travailler dessus. L'auto-illusion devient sophistiquée. Je confonds information et transformation, et le résultat est que je stagne. Il est facile de tomber dans ce piège, car le « je sais déjà » me donne une fausse sensation de supériorité, même si à l'intérieur, c'est de la peur pure de me sentir insuffisant. Si l'on observe le mécanisme mental qui se cache derrière, le problème n'est pas seulement l'arrogance, mais l'absence totale d'humilité pour reconnaître que savoir n'est pas la même chose qu'appliquer. Le « je sais déjà » est l'excuse parfaite de celui qui veut paraître mature sans effort réel. Chaque fois que je le prononce, j'interromps le processus d'amélioration. Je transforme l'opportunité de grandir en une impasse, où l'orgueil pèse plus que le désir d'avancer. Sénèque l'a averti de manière brutale. Personne n'apprend ce qu'il croit déjà savoir. Le véritable obstacle est là, dans l'incapacité de tolérer la dissonance entre la connaissance et l'action. Quand tu t'accroches à cette phrase, tu deviens ton propre geôlier. Tu te condamnes à répéter les mêmes erreurs parce que tu refuses de traiter l'inconfort d'être débutant, d'accepter qu'il y a encore quelque chose qui t'échappe. La conséquence est directe. Tu t'entoures d'une barrière psychologique qui t'isole de la croissance. L'esprit devient rigide, incapable de remettre en question ses schémas et d'incorporer ce qui compte vraiment. L'orgueil est le pire ennemi du progrès. C'est la phrase que tu devrais te rappeler chaque fois que l'impulsion de dire « je sais déjà » te tente. Car au final, la connaissance ne vaut rien si elle ne se transforme pas en pratique quotidienne, en discipline réelle sur tes pensées et tes actes. Le stoïcisme ne célèbre pas celui qui accumule des théories, mais celui qui ose les mettre à l'épreuve dans la vie quotidienne. L'humilité, dans ce contexte, n'est pas une modestie vide, mais l'attitude stratégique de celui qui reconnaît qu'il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, même et surtout sur ce qu'il croit maîtriser. La décision est de freiner l'impulsion automatique et de se demander, chaque fois que cette phrase apparaît, si tu appliques vraiment ce que tu crois savoir. Ta vie reflète-t-elle cette sagesse ou répètes-tu simplement des concepts pour ne pas te sentir vulnérable? Remplacer le « je sais déjà » par l'humilité n'est pas une concession, c'est une déclaration d'intention. Cela signifie accepter que la croissance personnelle ne finit jamais,
que chaque jour t'exige de revoir ce que tu tiens pour acquis et de t'ouvrir à la possibilité de te tromper. Le respect de soi se renforce lorsque tu choisis d'écouter vraiment, lorsque tu permets aux autres de t'enseigner, lorsque tu cesses de faire semblant d'avoir toutes les réponses. Remplace l'arrogance par la curiosité et tu verras comment l'esprit se flexibilise, comment le caractère se renforce. Savoir n'est pas suffisant. Appliquer est ce qui transforme. C'est la différence entre un fou et un sage. 4. Affirmer la possibilité là où d'autres voient des limites. Un mur construit avec des briques anciennes et du mortier usé résiste rarement à l'épreuve du temps, mais il suffit que quelqu'un, d'un seul coup précis, détecte la fissure et propose d'ouvrir une fenêtre là où d'autres ne voient qu'un obstacle, pour que la nature de tout l'espace change. C'est ainsi que fonctionne l'esprit chaque fois que tu t'entends dire « c'est impossible ». Et, par habitude ou résignation, tu fermes toute voie d'avancement. Les gestes le trahissent, épaules affaissées, regard furtif au sol, mains croisées sur la poitrine comme si tu tentais de te protéger d'une menace invisible. Cet enfermement, cette réduction des options, est un entraînement silencieux que tu répètes jusqu'à en faire un schéma. Peu importe si personne ne te contredit à voix haute, chaque fois que tu déclares une limite absolue, tu renforces la cage que tu as toi-même construite. La phrase « c'est impossible » ne décrit pas la réalité, elle l'impose. C'est du ciment frais sur tes propres capacités. La différence entre celui qui progresse et celui qui se fane ne réside pas dans le talent, mais dans la disposition à regarder le même obstacle et à oser remettre en question sa prétendue solidité. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour convaincre les autres de ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il les a rédigées pour se rappeler que tout ce qui se passe peut être utilisé pour grandir, tant que tu ne remets pas ton pouvoir de décision à la résignation. Le « c'est impossible » est la déclaration de faillite anticipée de ton potentiel. C'est une prophétie auto-réalisatrice qui transforme tout défi en défaite avant même d'avoir combattu. Visuellement, c'est comme si, devant une porte fermée, au lieu de chercher la clé ou d'essayer la poignée, tu t'asseyais devant elle et annonçais qu'aucun pas n'est possible. Il n'y a rien de plus confortable que l'auto-illusion de la limite, et rien de plus corrosif pour le caractère. Ce qui est véritablement stoïque, c'est d'affirmer la possibilité là où d'autres ne détectent que des barrières. Il ne s'agit pas d'innocence ni d'optimisme superficiel. C'est la décision d'affronter l'inconfort, d'essayer, de supporter la tension, de ne pas savoir si tu obtiendras le résultat, mais de te mouvoir quand même. Si tu observes ceux qui transforment réellement leur environnement, tu remarqueras qu'ils s'arrêtent rarement devant le « on ne peut pas ». Ils ajustent leur posture, froncent les sourcils avec détermination, examinent le terrain et cherchent des alternatives, même si elles sont inconfortables ou peu visibles au début. Le muscle de la possibilité se renforce précisément dans ces moments où tout invite à abandonner. Répéter que quelque chose est impossible est le raccourci de ceux qui ne veulent pas porter le poids d'essayer. Au contraire, affirmer qu'il y a une voie, même si tu ne la vois pas immédiatement, est un acte de courage. La limite la plus dangereuse est celle que tu acceptes sans la discuter. C'est la ligne qui distingue celui qui se surpasse de celui qui s'enfouit dans des excuses. Chaque fois que tu te surprends à utiliser cette phrase, arrête-toi et observe comment réagit ton corps. Ressens le changement dans ta respiration, la rigidité des muscles, ce petit tremblement d'insécurité déguisé en certitude. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est que tu n'es pas ce qui t'arrive, mais ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Change-le, c'est impossible par quelle part dépend de moi, et tu verras comment ton esprit commence à chercher des chemins, même les plus minimes. La véritable force intérieure se forge non pas dans l'absence de limites, mais dans l'entraînement quotidien à défier celles qui semblent fixes. Il n'y a rien de plus digne que de refuser de vivre sous les diktats de la peur déguisée en réalisme. Les frontières de ta vie, tu les dessines avec tes mots. Tu veux du respect de soi,
et une véritable croissance. Commence par refuser de déclarer impossible là où il y a encore de la place pour essayer. 5. Implique-toi, ne reste pas en retrait. Rien ne te rend plus petit que l'indifférence déguisée en supériorité. Tu peux répéter 1000 fois que cela ne t'importe pas ou que tu ne gagnes rien à t'impliquer. Mais chaque fois que tu t'éloignes, tu dis au monde et à toi-même que tu es irrélevant. C'est la vérité inconfortable que presque personne ne veut affronter. L'indifférence n'est pas un signe de force, c'est une confession de faiblesse. Celui qui se désengage n'est pas libre. Il est prisonnier de sa propre peur de s'engager, de prendre des risques, de laisser une marque réelle sur ce qui l'entoure. Si tu penses que sortir indemne est l'objectif, tu as déjà perdu. Tout ce que tu réussis à faire, c'est devenir spectateur de ta propre vie, un figurant sans poids ni but. Vis ainsi, et tu finiras par être invisible, même pour toi-même. Il n'y a rien de plus lâche que de se mettre de côté et de laisser les autres se partager le sens. On t'a vendu l'idée que ce qui est intelligent, c'est de se réserver, de ne pas s'exposer, d'attendre de voir ce que l'on gagne avant de faire un pas. Ce calcul permanent n'est pas de la sagesse, c'est de la mesquinerie. C'est le mécanisme mental de celui qui craint de perdre, de celui qui a fait de l'égoïsme une forme de défense. Mais personne ne respecte celui qui ne bouge que par intérêt personnel. La vie réelle exige présence, action et responsabilité. À quoi te sert d'économiser de l'énergie si tout ce que tu construis est une existence minimale, sans risque ni connexion? L'indifférence est la blessure de celui qui a déjà renoncé à influencer quelque chose qui compte. Chaque fois que tu te laves les mains, chaque fois que tu refuses de participer ou de prendre parti, tu deviens un peu moins humain. C'est le renoncement silencieux au devoir le plus basique, faire partie du monde, pas seulement être un parasite qui attend des bénéfices. La philosophie stoïcienne est brutalement claire à ce sujet. Marc Aurèle n'a jamais écrit sur le confort de regarder de loin. Épictète ne conseillait pas d'attendre la récompense avant d'agir. L'engagement est la mesure de ton intégrité. Celui qui s'implique, même s'il perd, est déjà plus digne que celui qui se cache. Il n'y a aucune excuse valable pour l'indifférence. Ce qui ne t'affecte pas aujourd'hui, demain peut te détruire. Tu ne participes pas seulement pour ton propre bénéfice. Tu t'impliques parce que c'est ce qu'exige une vie vécue avec sens. Le détachement de l'égoïste est un piège qui coûte cher. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'engager, tu t'éloignes de la possibilité de grandir, de construire du respect pour soi et de laisser quelque chose de précieux derrière toi. Participer n'est pas une concession au monde, c'est la seule façon de te rendre digne de lui. Personne ne va te supplier de t'impliquer. Si tu décides de rester à l'écart, la vie continue sans toi, et tout ce que tu récoltes, c'est du vide. Les gens oublient vite les indifférents, car ils n'ont jamais fait de différence. Le stoïque le sait. Ta valeur se mesure à l'empreinte que tu laisses, pas au confort que tu parviens à accumuler. Implique-toi même si cela te coûte, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si la récompense n'est ni immédiate ni garantie. La véritable croissance se produit lorsque tu fais face à l'inconfort de te donner, de donner ton avis, d'agir même si personne d'autre ne le fait. L'indifférence est le chemin rapide vers la médiocrité. Le courage, c'est de s'impliquer, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Ne demande pas ce que tu gagnes, demande-toi ce que tu perds si tu laisses passer l'opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand que ton simple confort. Ce que tu ne prends pas en charge te consume. Si tu ne t'impliques pas, tu t'éteins. 6. Donne sans calculer le bénéfice personnel. La vérité est celle-ci, tant que tu continues à calculer ce que tu gagnes de chaque chose que tu donnes, tu te condamnes à vivre dans la misère émotionnelle la plus profonde. Peu importe combien tu t'efforces de justifier cela, ni à quel point tes arguments pour te réserver sont sophistiqués, le fait est qu'une vie régie par le « qu'est-ce que j'y gagne ?» est une vie petite, mesquine, incapable de laisser une empreinte sur ceux qui t'entourent. La pensée égoïste n'est pas une stratégie, c'est une fuite continue de dignité. Chaque fois que tu t'arrêtes pour mesurer le bénéfice avant d'agir, tu renforces la croyance que le monde te doit quelque chose.
que ta valeur se mesure par le solde de ce que tu as reçu et non par la qualité de ce que tu as donné. Cette mentalité, bien qu'elle semble prudente, est un piège qui ne fait que affaiblir ton caractère. Celui qui donne en espérant recevoir ne sera jamais libre, car il porte toujours l'anxiété de n'avoir pas obtenu assez. Celui qui calcule sa générosité multiplie son vide. C'est la vérité que personne ne veut entendre, mais qui finit par peser plus que toute récompense matérielle. Si tu prends le temps d'observer ce qui traverse ton esprit avant d'aider, de partager ou de t'engager dans une cause, tu remarqueras que le premier filtre n'est souvent pas la compassion, mais la peur de perdre, de se retrouver en désavantage, d'être perçu comme naïf. Là se cache la racine de la bêtise. Une méfiance chronique qui te convainc que donner sans recevoir est un signe de faiblesse. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'en te refusant, tu entraînes ton esprit à l'auto-isolement, à une sorte de pénurie psychologique qui finit par contaminer tout ce que tu touches. Il ne s'agit pas d'altruisme naïf, ni de te sacrifier jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de briser le circuit mental qui exige un paiement immédiat pour chaque geste d'humanité. Le stoïcisme le présente sans fioriture. La seule chose que tu possèdes vraiment est la qualité de tes intentions et l'intégrité de tes actions, pas le résultat extérieur ni la reconnaissance des autres. L'obsession pour le bénéfice personnel te réduit à une version minimale de toi-même, incapable d'expérimenter la plénitude qui n'apparaît que lorsque tu donnes sans condition. Le conflit intérieur est subtil, mais dévastateur. D'un côté, tu souhaites te sentir apprécié, valorisé, même indispensable. De l'autre, tu crains que donner soit synonyme de perdre, d'être exploité, d'être exposé. Cette tension invisible est ce qui te maintient piégé dans la logique de l'échange, comme si la vie était une transaction perpétuelle et non une opportunité continue de transformation. Ce que tu ne vois pas, c'est que l'habitude de donner sans attendre te renforce de l'intérieur. C'est un entraînement psychologique qui brise l'addiction à la reconnaissance et au gain immédiat. Chaque fois que tu choisis d'offrir quelque chose, temps, attention, aide, conseil, sans calculer le retour, tu envoies un signal clair à ton esprit que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni de la réciprocité, mais de la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. La générosité authentique est une déclaration d'indépendance. Tu donnes parce que tu es, pas parce qu'il te manque quelque chose. Cela devrait être la marque de celui qui aspire à grandir. Réfléchis bien, personne ne se souvient de celui qui s'est toujours réservé, de celui qui n'a bougé un doigt que lorsqu'il y avait quelque chose de sûr pour lui. Ceux qui laissent une empreinte, ceux qui construisent le respect de soi et des autres, sont ceux qui prennent le risque de donner même lorsqu'il n'y a aucune garantie de retour. Il ne s'agit pas de devenir un martyr ni une victime de l'abus des autres, mais de comprendre que l'acte de donner sans calcul est, en soi, un acte de force intérieure. Le respect repose sur la capacité d'agir sans peur de perdre. Si tu continues à mesurer chaque geste, tu réduis ton monde à un échange froid et épuisant. Si tu oses donner sans condition, tu entraînes le muscle le plus important, celui de l'abondance psychologique. Au final, ce que tu ne donnes te pèse plus que ce qui te manque. Celui qui ne donne que pour recevoir ne reçoit jamais rien qui en vaille la peine. Répète ceci. La véritable valeur réside dans ce que je donne sans attendre. C'est le seul investissement qui multiplie le respect de soi et la paix intérieure. 7. Transforme le langage en action consciente. Vous venez de terminer une discussion dans la cuisine, la tasse de café refroidit sur la table, et pendant que vous ramassez les assiettes, votre esprit repasse la conversation. Non seulement ce que vous avez dit, mais aussi comment vous l'avez dit. Au cours de la journée, vous êtes surpris de vous rappeler des mots qui sont sortis presque sans filtre. Au début, cela semble être des détails mineurs, mais lorsque vous reliez les points, vous réalisez que votre langage n'est pas seulement un bruit de fond, mais une force qui dirige vos mouvements, vos décisions et même vos limites.
Chaque phrase craintive, chaque excuse répétée, chaque déclaration défaitiste ou indifférente a eu une conséquence concrète. La discussion s'est fermée, la relation s'est refroidie, vos opportunités se sont réduites. Analyser le mécanisme est simple et brutal à la fois. Le langage ne reste pas dans l'abstrait, c'est le signal de départ de votre comportement. Si vous pensez qu'il suffit de parler différemment pour que tout change, vous vous trompez. Le véritable tournant réside dans le fait de forcer ce que vous dites à vous obliger à agir en conséquence. Les mots que vous choisissez ne peuvent pas rester dans l'air, ils doivent devenir des paramètres clairs pour votre prochaine action. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. L'erreur centrale de ceux qui veulent grandir mais n'avancent jamais réside dans la séparation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils répètent des phrases stoïques, lisent des livres de philosophie pratique, conseillent même les autres. Mais lorsque vient le moment de l'inconfort réel, ils se réfugient dans les vieilles formules, se justifier, se plaindre, éviter, procrastiner. Le langage devient un déguisement, pas un outil de transformation. C'est ici qu'intervient l'analyse. Chaque fois que vous utilisez une phrase faible, vous générez un micro-entraînement à la passivité. Vous enseignez à votre esprit qu'il suffit de parler pour sentir que vous avez fait quelque chose. Mais le stoïcisme ne tolère pas cette auto-tromperie. Le but est simple. Ce que vous affirmez doit vous forcer à agir. Si vous dites que vous assumez la responsabilité, alors la prochaine étape est de prendre une décision inconfortable et de la maintenir. Si vous affirmez que quelque chose est important, il vous revient de le prouver par une action visible. Vous parlez pour vous engager, pas pour vous excuser. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Le processus peut être clairement cartographié. D'abord, identifiez la phrase vide que vous répétez le plus souvent. Ensuite, faites l'exercice conscient de vous arrêter juste avant de la prononcer. À ce moment-là, demandez-vous quelle est l'action minimale qui validerait cette affirmation. Il ne s'agit pas de promettre de grands changements, mais de forcer la concordance entre les mots et le mouvement. La conséquence directe de cet entraînement est la destruction progressive de l'auto-indulgence. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière ce qui sonne bien. Le langage se transforme en une sorte de contrat interne et en le rompant, vous êtes confronté à l'inconfort de l'incohérence. C'est le point critique où vous grandissez, où vous vous répétez. La clé est d'utiliser le langage comme un levier d'action. Chaque phrase doit être une instruction pour la prochaine étape. Si vous déclarez que quelque chose est possible, cherchez la preuve, même si elle est petite. Si vous assumez que quelque chose vous revient, agissez sans attendre de permission ni de reconnaissance. Il n'y a pas de transformation sans inconfort appliqué. C'est la ligne que vous devez garder à l'esprit chaque fois que votre bouche prend de l'avance sur vos mains. Le langage conscient ne consiste pas seulement à éviter les phrases faibles, mais à construire des commandes internes qui obligent au changement réel. Lorsque vous parvenez à aligner ce que vous dites avec ce que vous faites, votre estime de soi se renforce parce que vous cessez de vous trahir dans votre quotidien. Le cycle de l'auto-tromperie prend fin. Cela ne signifie pas perfection, mais cohérence. Vous tombez, mais vous vous relevez en corrigeant, pas en justifiant. Au final, ce que vous construisez est un standard interne impossible à négocier. Transformer le langage en action consciente est la différence entre philosopher et vivre intensément. Ce que vous répétez chaque jour est ce que vous devenez. Vous n'êtes pas ce que vous dites, vous êtes ce que vous démontrez après avoir parlé. C'est la seule métrique qui sert à vraiment grandir. 8. Choisis de grandir plutôt que de te justifier. Il n'est pas agréable de le reconnaître, mais parfois je me surprends à observer ma propre posture corporelle après un échec. La tension dans les épaules, la mâchoire serrée, cette impulsion automatique de chercher une excuse avant de comprendre ce qui a réellement échoué. Au fond, une question s'enfonce comme une écharde. À quoi bon me défendre si cela ne me rend pas meilleur ? Je ressens l'envie de justifier chaque erreur, de protéger mon image avec des arguments que personne n'a demandés.
Mais le soulagement ne dure que quelques secondes. Rapidement, un poids plus profond s'installe, une sorte de fatigue morale. Le corps le sait avant l'esprit. C'est le geste de celui qui se recroqueville sur sa chaise, regarde son téléphone pour se distraire, se frotte le visage comme s'il pouvait effacer l'erreur avec ses mains. Cet inconfort physique est le signe que quelque chose en moi résiste à grandir, parce que grandir fait mal et se justifier endort. Le mécanisme est si subtil que tu ne le perçois à peine. En te justifiant, tu cherches seulement un soulagement momentané, une trêve avec ton propre jugement. Mais ce que tu échanges en retour, c'est la possibilité réelle d'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement de mots, c'est une attitude qui s'immisce dans chaque réaction, chaque fois que tu nies ta responsabilité et laisses la peur du jugement dicter ta réponse. Chaque justification est un petit pacte de médiocrité, une négociation à la baisse avec ton propre potentiel. Et si tu prêtes attention aux gestes, tu le verras clairement. Celui qui se justifie détourne le regard, tambourine des doigts, se défend avant d'écouter la critique complète. C'est le langage corporel de celui qui préfère avoir raison plutôt que de s'améliorer. Se justifier est un instinct ancien, mais grandir est une décision inconfortable et active. Le stoïcisme n'a pas de patience pour ceux qui cherchent toujours la sortie facile. Grandir implique de rester immobile lorsque l'inconfort arrive, de regarder en face l'erreur et de te demander « Que puis-je faire différemment la prochaine fois ?» Ce n'est pas une réflexion théorique. C'est quelque chose que l'on ressent dans les mains qui cessent de bouger, dans la respiration qui devient plus profonde lorsque tu décides d'écouter plutôt que d'interrompre, dans le corps qui pendant un moment reste ferme au lieu de se recroqueviller. Chaque fois que tu choisis de grandir plutôt que de te justifier, tu brises la routine de l'autosatisfaction et tu entraînes un nouveau muscle, celui de la responsabilité pratique. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'autodiscipline quotidienne. Tu t'habitues au poids de l'honnêteté et tu découvres que l'inconfort initial se transforme en respect de soi. Il n'y a pas de raccourci. La croissance commence là où l'excuse se termine. Tu choisis d'apprendre lorsque tu restes silencieux une seconde de plus et laisses la critique te traverser sans lever un bouclier verbal. Tu choisis de grandir lorsque tu reconnais, à voix basse, que tu aurais pu mieux faire. Et au lieu de te défendre, tu notes mentalement l'ajustement pour la prochaine fois. Grandir, c'est choisir l'inconfort plutôt que le mensonge. C'est la ligne qui sépare celui qui mûrit de celui qui stagne. C'est un travail microscopique, presque invisible de l'extérieur, mais les fruits sont évidents. Tes relations deviennent plus honnêtes, l'anxiété de la perfection diminue et la paix intérieure remplace la culpabilité accumulée par des années de justification. Vivre selon ce principe ne te rend pas invulnérable, mais cela te rend plus digne. Le jour où tu renonces à la nécessité de te justifier, tu acceptes que tu n'as pas le contrôle sur tout, mais que tu as le contrôle sur ta conduite face à l'erreur. Et ce contrôle, bien que limité, est suffisant pour changer la direction de ta vie. La maturité commence lorsque tu préfères t'améliorer plutôt que de te défendre. C'est la seule victoire qui compte à long terme. Il ne s'agit pas de feindre la force ni de nier tes limites, mais de décider, chaque fois que tu échoues, que l'apprentissage vaut plus que ton ego blessé. Choisis de grandir, même si cela fait mal. La justification ne fait que retarder le changement, mais l'inconfort bien assumé est la racine même du respect de soi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.